je me rends compte que Live Mentor est un organisme de formation qui forme à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un acteur de développement personnel. Et je comprends en fait assez tôt qu'il va falloir, en plus de la transmission de compétences, transmettre une énergie, un état d'esprit et être aussi très vigilant sur les dérives potentielles du développement personnel. Je commence à découvrir certains acteurs qui sont dans une injonction permanente. Vous devez faire des choses pour votre boîte tous les jours. Des gourous, puis certains gourous qui sont dans l'injonction, d'autres gourous qui sont sur autre chose. Mais effectivement, je commence à prendre conscience qu'on doit proposer une vision de développement personnel et qu'on doit faire très attention à la définition de cette vision. Et je comprends aussi que cette vision souvent est incarnée par une personne. Et à ce moment-là, en fait, je décide de ne pas faire comme 99% du marché, à savoir le site ne s'appellera pas alexandredana.com, le site s'appellera Live Mentor. Et je me dis, par contre, toi, tu vas être un des emblèmes de la marque. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cirque, Alexandre ? Alors, pour donner le contexte, on enregistre le podcast depuis mon appartement où effectivement, dans le salon, il y a une structure pour faire du cirque. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cirque ? Moi, ma maman était trapéziste dans différents cirques, ça a été sa carrière. Ah non, je sais pas. C'était sa carrière de 20 à 30, 33, 34 ans. Et moi, je n'ai jamais été dans ce monde-là quand j'étais petit, adolescent. Et le confinement, comme pour beaucoup de gens, ça m'a généré pas mal de questions. Et à un moment, je me suis dit, mais t'as eu cette envie depuis quelques années de te remettre aux acrobaties, parce que je faisais de la gym sur agrès quand j'étais au lycée. T'as 33 ans, t'as pas d'enfant, c'est le moment d'y aller. Et donc, je me suis motivé. Je suis parti hors de France pour faire une immersion dans des écosystèmes circassiens, des écosystèmes avec des très bons athlètes, donc notamment à New York, où j'ai eu la chance de m'entraîner avec des super profs. Et quand je suis rentré à Paris fin septembre, je me suis dit, si tu veux vraiment progresser et pas progresser en fait, parce que alors maintenant il faudrait que je t'explique pourquoi j'ai un problème avec la notion de progression désormais, mais si je veux en faire mon quotidien, si je veux en faire mon identité, il faut que je réduise les barrières entre moi et ce monde-là. Et donc, je vais prendre un appartement petit, il fait 35 mètres carrés, mais avec une grande hauteur sous plafond pour pouvoir, chez moi, m'entraîner. Et donc, il y a cette structure qui est là. Il y a une autre structure qui fait 3 mètres de haut. Hein. Ouais, 3, celle-là, elle fait pile 3 mètres. Et il y en a une autre qui va arriver de 3,80 mètres. Qui va permettre de s'entraîner de manière plus professionnelle avec des exercices plus intensifs. Bon, Alexandre, pour expliquer un petit peu, toi, tu es le patron, le fondateur et le patron de cette boîte qui s'appelle Live Mentor. Qui n'est pas un cirque, oui. Qui n'est pas un cirque, qui n'a rien à voir avec le cirque a priori, sauf que peut-être être CEO d'une boîte comme ça, c'est de faire des acrobaties. Je crois qu'en vrai, c'est peut-être ça qui les rapproche. Et en fait, c'est intéressant. Enfin, j'avais envie bien sûr, on va parler de l'histoire de ta boîte et tout, mais on s'est parlé il y a quelques mois et tu me racontais ton histoire aux US où tu t'es retrouvé avec des pros du cirque. Mais comment t'as fait pour rentrer dans ce milieu-là alors que tu connaissais pas? C'est par ta mère, c'est ça, qui connaissait des gens? Non, c'est pas du tout via ma maman. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le co-living, encore une autre aventure. Donc le co-living, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mode de vie partagé où on rejoint une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes pour vivre en communauté. C'est une coloc? Une sorte de coloc, effectivement, ouais. des temps modernes, sauf que c'est des colocs de courte durée. Donc ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Et puis surtout, ce sont des colocs organisés.
Donc, alors, il y a plein de modèles différents, mais l'idée de la plupart des organisateurs, organisatrices d'expériences de co-living, c'est de créer du lien entre les participants. Et donc, le co-living peut avoir un thème comme tu as des co-living sur le yoga, tu as des co-living sur certaines valeurs comme la générosité, comme l'authenticité. Tu as des co-living qui sont aussi pensés comme des expériences thérapeutiques. Donc, moi, j'ai participé à un co-living d'1 mois au Guatemala en février. Et là-bas, j'ai rencontré plusieurs personnes connectées de près ou de loin à l'écosystème du cirque, soit au Mexique, soit à New York. Et donc, j'ai décidé d'aller plus loin, de partir à New York. J'ai réussi à obtenir un visa étudiant de la part d'une école de ballet à Manhattan, ce qui m'a permis de rester au-delà de la période des 3 mois maximale pour les touristes. Et puis, d'une rencontre en amenant une autre, tout a été accéléré. Et pour le coup, j'ai très peu voyagé avant mes 33 ans, avant cette année là 2021. Toi, tu fais tout à l'envers en fait. Plus personne voyage, mais toi, tu te dis. Ouais, exactement. Mais j'avais jamais voyagé, et là, j'ai vraiment découvert cette puissance que tu peux avoir quand tu es loin de chez toi, au sens où personne te connaît, et je trouvais ça beaucoup plus facile de faire des rencontres, d'aller vers les autres, de passer d'un endroit à l'autre. Et puis, j'ai été aussi assez inspiré, je pense, par mon associée Anaïs, avec qui je dirige Live Mentor, qui, elle, a une passion qui n'est pas le cirque, mais qui est l'équitation. J'ai toujours vu Anaïs depuis des années avoir une relation... c'est un délire, hein. Ouais, relation aux chevaux. Relation aux chevaux, mais qui prend une partie... significatif de sa vie. C'est du temps. C'est du temps, c'est un investissement aussi financier, c'est aussi des risques physiques, c'est-à-dire que c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Un cheval qui te tombe dessus, ça fait bobo. Ouais, et elle a un sacré niveau, elle a été, je crois, à une époque pas très loin de l'équipe de France, enfin, vraiment, elle s'est mise à fond, et ça continue d'être une partie très importante de sa vie, et donc on partage ce point commun d'être des entrepreneurs qui ont une passion forte à côté de leur entreprise. Mais toi, cette histoire de cirque là, tu l'avais un peu laissé tomber, ça? Tu faisais quand t'étais gamin? Genre, au lycée, je faisais pas du cirque, je faisais des barres fixes, barres parallèles, trampolines, donc c'est assez proche. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais complètement arrêté ça à partir du moment où j'étais en études supérieures. Et en fait, je pense avoir eu le parcours de pas mal de personnes de ma génération qui est, tu as des passions, tu as de centres d'intérêt quand tu es enfant, quand tu es adolescent, et puis le bac, les études supérieures, la vie d'adulte qui démarre. La vie d'adulte, tu te cartonnes pour ton boulot ou pour l'entreprise que tu crées, et puis à un moment, tu commences à avoir des regrets. Et tu commences à te dire, moi j'ai vraiment beaucoup étudié ce truc-là, tu commences à te dire, mais j'aimerais bien quand même redevenir un peu artiste, redevenir un peu athlète, redevenir X, redevenir Y. Alors qu'est-ce que tu fais? Si tu es urbain, tu tombes dans ce que j'appelle le piège des cours du soir. Oh putain. Tu te cartonnes toute ta journée au travail, tu bosses. 18h, 19h, t'as la tête pleine comme un citron, quoi, avec une pastèque qui va exploser. Et là, tu te dis, bon, je vais me faire mon petit cours de yoga, tu vois. T'y vas. Et en fait, pour beaucoup de gens, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, la frustration, elle est toujours là. Parce que ce mode-là met au bord de ta vie, aux frontières de ta vie, les sujets sur lesquels tu as envie de te plonger. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire de la place pour ça. Et donc, moi j'ai été vraiment obsessionnel. Je veux dire, ça peut sembler dingue, mais j'ai noirci des carnets entiers autour de la question, mais comment je peux être entrepreneur et avoir une vie à côté? Et donc, je suis arrivé à certaines règles que j'applique maintenant, comme par exemple, je cours 1 heure par jour. Je cours pas à 7h du matin. Je cours pas à 18h. Je cours à 11h30. Okay. Donc, je coupe ma journée en 2 et je me force à me créer en fait un quotidien où j'ai plusieurs activités. Évidemment, Live Mentor, c'est la principale, mais ces activités, j'essaie au minimum j'essaie de limiter au minimum la distance entre ces différentes activités et de pas mettre quelque chose à la frontière. Ok, je comprends. Et ça, c'est combien de temps d'exploration, justement, pour faire en sorte d'avoir une vie à peu près pleine? Je pense que le travail, il est jamais fini. La réflexion, elle continue aujourd'hui. Mais
C'est un an et demi, je dirais. Ouais. Un an et demi. Toute cette période-là de confinement successif, je me suis beaucoup interrogé sur ok, t'as fait Live Mentor, tu vas continuer Live Mentor, c'est quelque chose de très important pour toi. Maintenant, quelles sont tes autres identités? Qui tu es à part ça? Comment tu peux te définir autrement que par ton entreprise? Qu'est-ce qui fait? C'est la trentaine ou c'est vraiment cette histoire à un moment donné de confinement de ok, le monde s'arrête? C'est le confinement, clairement. Okay. Le monde s'arrête. C'est le regard sur le passé. Moi, ça fait quasiment 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai créé Live Mentor en 2012 durant mes études. C'est les 2 burn-out par lesquels je suis passé en 2016 et en 2018. C'est l'été dernier une vraie surcharge et la réalisation que j'étais pas loin de faire un 3e burn-out aussi. Voilà, c'est tout ça cumulé où à un moment tu te dis si je n'ai qu'une seule identité dans ma vie, je vais exploser et en fait j'en veux plusieurs et elles sont là et je les ai déjà trouvées. Il faut juste que je leur laisse de la place. Comment t'as fait pour faire un burn-out et en faire un 2e et après réussir à te dire aussi ok, pas de 3e quoi? Alors, en fait, chaque contexte est très différent. Ouais. Le premier burn-out, j'en suis sorti en changeant le modèle de mon entreprise. Donc, historiquement, Live Mentor faisait du soutien scolaire. De 2012 à 2016, on était un site internet qui permettait à des collégiens, des lycéens de prendre des cours de maths, des cours de physique, etc. Je sors de cette période de 4 années de travail non-stop, complètement acharné, vraiment du lundi au dimanche, sur les rotules. Je me retrouve à Londres pour lever des fonds pour une entreprise en laquelle je ne crois plus. Ah ouais? Voilà. Et là, se déclenche mon premier burn-out. Et je vais en sortir. Comment t'en arrives à plus croire à ta boîte? Ah, mais ça fait 4 ans qu'on galère. Ah oui, on a réalisé 50 000 euros de chiffre d'affaires sur les 4 premières années. Mais au-delà de ça, au-delà des difficultés économiques, financières, je me rends compte que les cours de maths, les cours d'anglais, j'en ai marre. C'est plus mon truc. C'est plus mon truc. Je me rends compte que dans la vie, il y a autre chose qui compte que les équations, quoi. Donc je me dis, c'est pas possible, en fait. Ça m'apporte pas, ça me remplit pas. Et puis, il y avait d'autres sujets. Il y avait le sujet qu'on était sur un type d'activité où on avait très peu de contrôle sur ce qui se passait. On était ce que j'appelle un passe-plat. On faisait de la tuyauterie, de la plomberie. C'est-à-dire qu'on mettait des gens en relation, mais on n'avait aucun contrôle, aucun impact sur l'expérience d'apprentissage. Alors moi, j'ai toujours aimé créer des formations, réfléchir à des modèles d'apprentissage. Donc je sors de ce premier burn-out par un pivot de l'activité de Live Mentor et donc on commence à faire ce qu'on fait aujourd'hui, des formations en ligne pour créateurs et créatrices d'entreprises. Et je ne fais aucun travail sur moi par contre. Je ne fais aucun travail sur mes peurs, mes blocages, qui je suis, et donc au final je ne règle pas vraiment le problème à la racine, ce qui m'amènera à mon 2e burn-out en 2018 où là il me tombe dessus lors d'une randonnée en Corse, le GR20, c'est la grande randonnée, et puis je me fais rapatrier en hélicoptère du sommet. Comment tu fais pour faire un burn-out en plein GR20 comme ça? Ton genou droit ne marche plus d'une minute à l'autre, c'est-à-dire que tu fais un pas, tu ne tombes pas, tu ne chutes pas, mais tu fais un pas comme tu en as fait 3000 depuis le début de la journée, et là, ton genou droit bloque. Tu comprends pas, tu te dis, mais ça va passer, c'est le genre de douleur j'ai jamais connu ça. Et puis au bout de 30 minutes, le genou gauche bloque aussi. Et là, tu passes la pire journée de ta vie à regarder le sommet qui est quand même très très loin. En plus, c'est le GR, donc c'est compliqué de revenir en arrière. T'as pas vraiment de secours qui peut venir t'aider. Les téléphones n'ont pas de réseau, bref. Et donc, tu marches, tu rampes. Moi, j'ai rampé pendant 3 heures, tu vois, avec les coudes. Et puis, au lieu d'arriver au sommet vers 19h, ce qui est un peu l'heure limite, t'arrives à 23h30, dans le noir. Et il y a des moments où j'étais en panique, mais profonde, comme j'ai jamais été dans ma vie, en fait. T'étais tout seul? Non, j'étais avec le père d'un ami, qui lui est resté avec moi. J'avais les deux autres amis qui sont partis devant en pensant qu'on allait arriver en retard, mais pas trop en retard. Et ce père Luc, Luc Furman, que je salue, m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Enfin, j'étais
J'étais très, 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 très mal, quoi. Et donc, en rentrant, en étant rapatrié par hélicoptère, j'arrive à l'hôpital d'Ajaccio et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Ils me disent, bon, vous avez rien, on a fait une radio, votre genou, il a l'air d'être en parfait état, quoi. On comprend pas, il y a pas de... les tissus sont pas abîmés. Et en fait, c'est à ce moment-là que je découvre l'acupuncture, la sophrologie, et que je commence à, grâce à la personne qui était dans ma vie, à ma partenaire, à réaliser qu'il faut changer des choses sur mon rapport au bien-être. Et donc ça a été voilà, un bon gros déclencheur, ce deuxième burn-out. Et ce qui s'est passé cet été, c'est que j'ai vu les signes avant-coureurs et je me suis dit, je vais pas rien faire. Je vais pas revivre ce qui s'est passé en 2018. Donc c'était cet été-là, 2021. Ouais, c'était cet été, ouais, absolument. Et donc il y avait des causes pour ça. J'ai perdu ma grand-mère cet été, dont j'étais très proche, mais que je regrettais d'avoir sacrifié, entre guillemets. J'avais sacrifié cette relation comme d'autres relations familiales pour Live Mentor. On est sorti d'un process de levée de fonds qui était très intense. Et donc, je me suis dit, OK, tu réajustes tout de suite. Tu priorises ton bien-être. C'est en priorisant ton bien-être que tu vas prioriser ta boîte, que tu vas être plus efficace pour ta boîte. Et donc, du temps avec les amis, des sessions plus fréquentes avec mes coachs, des moments de lecture. Et puis, toujours cet exercice que j'essaie de faire constamment comme une routine. C'est quoi les activités qui me donnent de l'énergie? Où est le croisement entre ce que j'aime le plus faire et ce qui peut être utile pour mon entreprise? Waouh, ça me parle. Ok. Et ça ne s'arrête jamais, quoi. Oui, c'est une boucle infinie en fait. Boucle infinie. On va reparler après de tes coachs et tout ça, mais en fait, et surtout l'histoire de Live Mentor, mais c'était une longue intro en fait pour arriver à ma première question du podcast, en fait, qui est fondamentale pour tous les invités de ce podcast. En fait, à quoi tu ressemblais, Alexandre, quand tu avais 7-8 ans? Ouh là là, quand j'avais 7-8 ans, mes parents se séparaient, c'est le premier truc que je pense. Ouais, voilà. Un moment fondateur, j'imagine, dans ta vie. Ouais, attends, là, tu vas chercher loin, là. Alors, attends, j'étais pas prêt à la question des 7-8 ans. Oui, moi, si t'apprendras à t'écouter mes podcasts, tu saurais, hein, voilà. À quoi je ressemblais à quoi je ressemblais à 7-8 ans. Alors, 7-8 ans, donc mes parents se séparent. Alors, c'est rigolo. Mes parents habitaient dans le même... Ouais, c'est rigolo parce que mes parents habitaient dans le même appartement. Mon père, psychiatre et psychanalyste, avait son cabinet dans le salon. Ils prennent la décision que mon père va partir dormir ailleurs. Par contre, son cabinet reste là. Reste pas dans le salon, mais passe un étage en dessous, dans une sorte de cave qui réaménage, de sorte à pouvoir accueillir des patients. Il travaille toujours au même endroit, mon père. Il y a 20 Encore ans, aujourd'hui. Plus de 20 ans, 25 ans plus tard, toujours aujourd'hui. Et il se dit, comme ça, je vais pouvoir vous croiser tous les jours. Et donc, en fait, la suite de mon enfance et de mon adolescence, c'était cette vie avec ma mère dans l'appartement. Et puis, juste en dessous, mon père qui avait son cabinet de psychanalyse. Et du coup, le fait de pouvoir être en contact avec les deux, c'est ce qui était plutôt agréable. Le fait d'être en contact avec leurs conflits, ce qui était moins agréable. Et le fait d'être très vite dans un rôle de messager, où je devais passer les messages de mon père à ma mère, de ma mère à mon père, constamment. Et c'est marrant, alors tu vois, que tu m'en parles maintenant, parce que tu me fais peut-être réaliser un truc que j'avais jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis aujourd'hui vraiment à mon aise quand je suis dans des tâches de missions de création de contenu. Tu vois, là, je suis en train de publier mon deuxième livre. J'adore enregistrer des podcasts, j'adore faire des vidéos YouTube, soit avec des invités, soit seul. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal dans des fonctions classiques de dirigeant, de gestion d'équipe, de communication des messages, d'alignement, de synchronisation de projet, de gestion de projet. Et peut-être que ça vient du traumatisme du 24 rue de Condé, là où j'ai grandi, où je passais mon temps à descendre et monter les escaliers pour dire elle m'a dit de te dire ça, il m'a dit de te dire ça, elle m'a dit de te dire ça, etc. Voilà. T'as déjà parlé à tes parents de pourquoi vous ne régliez pas vos problèmes vous-même? Oh oui, mais c'est une discussion très compliquée à avoir. Tu m'étonnes. Mais alors, à part ça, à part la séparation de tes parents, en fait, en termes de personnalité et tout, t'es qui?
Alors moi, à 7-8 ans, Ouais. je suis... Donc on est en primaire. Hein. On est en primaire. CE1, CE2. Alors je me rappelle que je suis repéré, je sais plus comment, par un directeur de théâtre pour être comédien. Et finalement, ça le fait pas. Et je sais plus si c'était mes parents qui voulaient pas ou une autre raison, mais ça m'avait beaucoup marqué, tu vois, ce refus, cette incapacité à devenir comédien. T'aurais aimé? Ouais, Ah ouais? ouais. En fait, moi, j'aurais adoré faire beaucoup plus de choses en dehors de l'école. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis autant boulimique d'activités, de nouveaux projets, de création. Parce qu'en fait, à 7-8 ans, moi, j'étais quand même pas mal enfermé dans l'école et puis ensuite la maison avec mon frère. Mais je bouillonnais un petit peu, quoi. Tu vois, j'ai très peu de souvenirs des cours. Ça m'a pas marqué, les cours en primaire. J'ai pas... Je me rappelle que mon quotidien, enfin, ce qui me marquait le plus, c'était cette vie familiale avec la séparation de mes parents, ma grand-mère chez laquelle j'allais tous les week-ends. Je passais beaucoup de temps avec elle, à jouer aux cartes, avec mon frère, avec ma grand-mère, l'accompagner au cinéma. Mais j'étais pas dans la découverte du monde. Je me rappelle pas d'être en train de courir de musée en musée, ou de courir de spectacle en spectacle, ou de courir d'une activité sportive à une autre activité sportive. Pourtant, t'es à Paris. Et pourtant, Oui. en plein Paris, tu vois, d'une activité artistique à une autre activité artistique. Non, c'était... je courais en fait des escaliers de haut en bas pour passer des messages entre mes parents. Ok. Comment se passe le collège pour toi? Le collège commence mal. Je me fais virer de mon collège en 6e. Après 3 avertissements de conduite et un avertissement de travail. Et finalement, mais du coup, comme je suis un peu traumatisé par le fait de m'être fait virer, je deviens un peu un élève, pas premier de la classe, mais... Mais pourquoi t'as eu 13. ces avertissements, justement? C'est parce que t'étais un peu... En fait, j'étais passé d'une primaire qui était toute petite, la plus petite primaire de Paris, à un collège qui s'appelle le Collège Montienne, qui est une usine. T'as énormément d'étudiants, et des centaines. Et là, moi, j'étais complètement perdu. C'est quoi ce truc? Je suis dans un jeu vidéo, quoi. Et en plus, ce collège était en travaux, et donc on passait notre temps à essayer de fuguer. Enfin, c'était trop grand, quoi. Beaucoup trop grand, et je me suis complètement perdu. Et donc, ça m'a pas mal marqué. Je me suis dit, attends, fais gaffe, là. Tu te compliques la vie pour rien. Et donc, je suis devenu un élève bon, mais pas excellent. Et surtout, un élève qui adorait l'histoire. Tu vois, un truc que je t'ai pas dit sur mon enfance, mais c'est que j'adorais l'histoire et que je lisais des gros bouquins d'histoire. Et donc, effectivement, j'avais pas... j'étais pas en train de parcourir le monde, j'étais surtout dans mon appartement. Tu vois, je me rappellerai toujours dans les histoires qui me marquent, les parcours qui me marquent. Il y a un entrepreneur que je connais assez mal, mais donc j'avais écouté raconter son histoire dans un podcast qui s'appelle Simon Davla, qui a créé App Gratis, Ah oui. et qui a été élevé sur un bateau et qui racontait comment ses parents l'ont en fait emmené de pays en pays avec ce bateau. Et j'ai un autre entrepreneur qui s'appelle Patrice Tabouret, qui encadre des œuvres d'art, qui pareil, qui est devenu un ami à moi et qui me racontait comment ses parents tous les ans l'amenaient sur un bateau dans la Méditerranée, et donc il voyageait comme ça. Moi, en fait, je voyageais vers les livres d'histoire. Ouais. Et j'adorais me plonger dans l'histoire de l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, la guerre froide. J'étais un fan de ça. Ok. Et je pense que ça a beaucoup impacté la manière dont j'ai créé Live Mentor. Dans quel sens? Le goût de la création de contenu, le Oui. goût du storytelling, le goût des histoires, le goût du contenu long format. Moi, c'est ce que je dis toujours. À chaque fois que quelqu'un me dit, mais c'est quoi la taille maximum d'un podcast ou la taille maximum d'une vidéo? Quand une histoire est bonne. La taille pas chiante. La taille pas chiante. Mais c'est ça, la taille vraiment pas chiante, quoi. Mm. Et ouais, donc, essayer vraiment de pas prendre de raccourcis. De prendre le temps de raconter ce qui compte avec le temps nécessaire. Ok, je comprends.
Le lycée, ça va ta vie? Le lycée, ça se passe pas mal. Ouais, le lycée, ça se passe pas mal. Écoute, moi, j'ai pas. Il y a eu une année, c'était la 4e, où j'ai vu le pire des collèges et des lycées. Tu vois, le harcèlement, le bizutage. Je suis arrivé en fait dans une classe où je connaissais personne. Et il y avait les bad boys, tu vois. Il y avait vraiment les mecs pas cool, quoi. Et tu sais, tu sens cette pression, tu sens que ça peut te tomber dessus, tu vois. Tu longes les murs et tu sais que si tu fais le moindre geste, ça va tomber sur toi, quoi. Et j'avais réussi à cette époque-là vraiment à faire des jeux de piste, à me faufiler, à sortir de la classe au bon moment, à pas croiser les mauvaises personnes dans les couloirs, bref. Et donc au final, j'ai fait mon collège en évitant le harcèlement, le bizutage et toutes les pires choses qui puissent arriver. Et puis, je me suis créé au fur et à mesure un groupe de potes, une sorte de meute de loups. Et on a fait tout notre lycée ensemble. On était très, 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 très proches. Je suis sorti de ce groupe beaucoup plus tard. C'était une décision qui n'avait pas été facile à prendre. Mais au lycée, ce groupe de mecs... À cause de quoi t'es sorti de ce groupe? Alors... donc en ce moment, il y a beaucoup enfin il y a pas beaucoup, mais quelques voix qui commencent à s'élever sur le manque de vulnérabilité chez les hommes. Et c'est vrai que donc moi je suis sorti de ce groupe donc en 2016, au moment où j'ai pivoté Live Mentor. Donc c'était quand même près de 10 ans après le lycée. Oui, c'est ça, t'avais 25 quoi. Ouais, même 26, 27 même. Et donc j'avais été toujours dans ce groupe et on était toujours très proches, mais globalement on était proches pour jouer à la PlayStation, quoi. Et je sentais dans ce groupe une certaine forme de violence parfois, jamais physique, mais parfois un peu verbale, pas mal de piques, pas mal de reproches. Psychologique, quoi. Ouais. Et pas forcément un immense soutien pour les projets des uns et des autres, pas forcément une immense empathie, pas forcément, et même pas du tout en fait, une écoute. Une vraie écoute. C'est que quand tu te réunis à 5-6 pour faire des blagues et envoyer des pics sur les uns ou les autres ou sur des gens en dehors du groupe, t'es pas dans l'écoute profonde et je ne voyais pas dans ce groupe, mais j'en étais pas conscient en fait, mais quand je vois aujourd'hui le rapport que j'essaie d'avoir avec des amis et que j'ai avec certains amis où s'il y en a un qui va pas bien, on va se réunir à 3-4 et il va y avoir un moment d'écoute au sens où la personne peut parler pendant 20 minutes sans être interrompue. Ça, c'était impossible à l'époque. Et donc, un jour, à l'été 2016, il s'est passé une semaine qui a un peu changé ma vie, où je me suis retrouvé à devoir aller à Chypre pour aider ma grand-mère qui était hospitalisée là-bas. Et j'ai décidé de changer l'activité de Live Mentor radicalement à ce moment-là. J'ai décidé de sortir de ce groupe d'amis. J'ai décidé... de proposer à quelqu'un d'entamer une relation amoureuse avec moi. Tout ça en une semaine. Ouais, tout ça dans la même semaine. Elle a dit oui. J'ai décidé de quitter mon appartement qui était un truc horrible au fin fond de Paris, insalubre, dans lequel je m'enfermais, que j'avais absolument pas fait mien et que j'avais pas habité, enfin un truc affreux. J'ai décidé de m'inscrire à un cours de sport ou de danse, donc soit pratique sportive, soit pratique artistique, chaque jour, du lundi au vendredi. Je me suis dit là, voilà, on change tout. La demi-mesure. Ouais, j'ai adoré cette semaine. J'aimerais bien revivre des semaines de ce type-là parfois. Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Chypre, tout seul. L'assurance qui nous dit qu'il va falloir payer des dizaines de milliers d'euros pour ma grand-mère parce que sa couverture médicale ne fonctionne pas. Je suis tout seul, mon téléphone ne marche pas. Je me retrouve seul face à moi-même, je peux juste me poser des questions. Et puis, j'étais quand même passé par cette phase à Londres quelques mois plus tôt, ce burn-out où je m'étais dit, mais là, il y a un truc qui va pas. Alors, j'en étais sorti en pivotant, en ayant l'idée du pivot, mais en n'y allant pas totalement. Et je me suis dit, là, en fait, il faut que tu changes extérieur. Des choses extérieures à ta vie. Ah, yes. Et ça, c'est un sujet intéressant parce que maintenant je m'en rends compte, tu vois, mais à l'époque en fait je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait, mais je n'ai fait que des changements extérieurs.
J'ai changé copine. Enfin, j'en avais pas, mais j'ai une copine dans ma vie. J'ai changé ma boîte. J'ai changé mon appartement. Je suis retourné habiter chez ma mère parce que j'avais tellement pas d'argent que, mais c'était mieux d'habiter chez ma mère que d'habiter dans ce truc-là. J'ai changé mes activités extra professionnelles. Par contre, c'est pas à cette époque-là, en 2016, que j'ai commencé le travail intérieur. J'ai changé qu'à l'extérieur. Ce qui était efficace. C'est déjà bien. Ce qui était bien. Tu as changé de pote aussi. C'est important. C'est un premier début. C'était un premier début. J'ai compris avec le temps que ce qui pouvait beaucoup plus améliorer mon niveau de bien-être, c'était le changement intérieur. La compréhension de soi, la connaissance de soi. Comment t'en viens à monter Live Mentor? Donc tu disais pendant tes études, t'as fait des études de quoi? J'ai fait une école de commerce, c'était absolument horrible. Je suis tombé là-dedans complètement par hasard, je savais pas ce que c'était. Comment tu t'es retrouvé dans une école de commerce? Alors, comment je suis retrouvé dans une école de commerce? En fait, d'abord, comment je me suis retrouvé en prépa école de commerce? T'es un bon élève, j'imagine? Alors, j'étais un bon élève, mais moi, je connaissais qu'un truc, c'était Sciences Po, parce que comme j'adorais l'histoire, je me disais Sciences Po, ça forme des historiens, ce que je crois d'ailleurs est totalement faux, mais je me disais ça à l'époque, ça doit former des historiens, des diplomates. Ça va être super. Sauf que c'est l'année du CPE, donc c'est l'année des grèves, des manifestations, et moi, mon directeur de lycée pense que je suis un des meneurs. Pas du tout. Je suis pas du tout un des meneurs, mais à un moment, je passe... Je suis contre les blocages en plus. Je suis vraiment l'anti-meneur, tu vois. Je suis contre les blocages de lycée. Je pense que c'est complètement con et qu'il faut plutôt aller manifester ou bloquer les ministères, mais pas les lycées. Pas interdire l'accès à la connaissance. Je suis déjà un peu prof, formateur. Mais un jour, je passe devant la barricade. Le directeur me voit et dit Dana, toi, je vais te shooter aux évals pour les choix post-bac. Donc, je suis pris nulle part, alors que je suis plutôt bon élève, je ne suis pas pris à l'université, je suis pris dans aucune des prépas Sciences Po auxquelles je postule, enfin je me fais déglinguer, je me retrouve en juillet sans rien, le vide, j'ai mon bac, mais je ne sais pas ce que je vais faire après. Et je ne sais pas comment, je tape un truc sur Google, les magies du référencement naturel, et je vois prépa privée, école de commerce, j'avais jamais été dans le privé avant. Et je tombe sur une directrice assez sympa qui me reçoit, qui me dit il y a des cours d'économie. Alors moi, j'adorais l'économie. Je fais OK. Et je débarque là. Et en fait, je me rappellerai toujours ce premier mois où je suis en prépa HEC. Je ne sais pas ce qu'est HEC. Parce que moi, avec ma mère trapéziste et mon père psy, c'est-à-dire que t'es loin de cet univers. On est loin. Hein. On est très très loin. C'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils savent même pas sur quel métier ça débouche, tu vois. C'est le Far West pour eux. Et donc, je suis là-bas. Et puis, j'ai une copine qui habite Paris. Moi aussi, je suis à Paris. Je comprends que les écoles de commerce, il y en a partout en France, sauf une à Paris, le SCP. Et donc, je me dis, mais si je suis affecté ailleurs, je vais être loin de ma meuf. Et ça va pas marcher. La relation à distance, ça fonctionne pas. Donc je me dis, il faut que tu aies l'école à Paris. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à l'ESCP. J'ai été un fantôme. D'ailleurs, la plupart des gens de ma promo ne me connaissent pas et je ne les connais pas. Ce qui crée parfois des situations troublantes maintenant parce que Live Mentor m'a donné une petite réputation. Et donc, je suis contacté par des gens, mais je n'ai aucun souvenir de ces personnes parce que... Qui font partie de ta promo. Mais voilà, parce que je ne sais jamais parler. En première année... je séchais les cours, j'ai toujours séché les cours. J'ai eu le diplôme en 5 ans et non pas en 3. J'ai pris 2 années de césure. J'ai payé des étudiants pour faire des devoirs à ma place. J'ai créé une première entreprise qui a fait faillite, une deuxième entreprise qui a fait faillite aussi. La troisième, c'est Live Mentor. J'ai fait croire que j'étais parti faire un stage à l'étranger parce qu'il le fallait pour valider le diplôme. En fait, j'étais à la Grande Mosquée de Paris. J'ai pris des photos de la théière et de la table et je l'ai mis dans un faux rapport où je racontais que j'étais dans un stage, dans un riad à Marrakech, qui est le riad de mon cousin que j'embrasse, Cyril. J'ai bossé sur plein de métiers différents. J'ai bossé avec un réalisateur qui montait sa boîte de prod. J'étais assistant pour lui en parallèle de ses études. Et puis voilà, je garde pas un très bon souvenir de l'école. Mais tu montes quand même ta boîte. Et en fait, c'est fou d'avoir une mère circassienne, un daron psychanalyste psychiatre et d'avoir cette fibre entrepreneuriale.
Mais j'ai pas la fibre entrepreneuriale. Ah, explique-moi non, ça. Je l'ai pas. J'ai raconté, Fab, comment je crée ma première entreprise. Mhm. Donc, je suis à l'ESCP, je déteste ça. Vraiment, dès qu'on me propose un truc... Qu'est-ce que tu détestes là-dedans? Bah, les cours. Juste le truc. Non, mais l'audit, la comptabilité, tout ça, c'est pas mon truc. Pour être tout à fait honnête, les gens, je suis pas à l'aise avec les gens. Je me retrouve avec beaucoup de gosses de riches. Et peut-être que c'est parce que je suis bête et que je rencontre pas beaucoup de gens. Donc, il y a aussi ça. Tu vois, je pense que je me suis rendu compte avec le temps que, en fait, les quelques personnes que j'ai rencontrées dans les premières semaines, c'était pas forcément, étaient pas forcément représentatives de l'intégralité des étudiants. Sauf que moi, je suis tombé des premières semaines dans des soirées, dans des maisons privées dans le 16e. Je me sentais complètement à côté de la plaque. Et donc, j'ai pas été assez curieux. Ça, c'est un gros regret. J'aurais dû aller dans les campus étrangers. J'aurais dû aller rencontrer des gens à Londres, à Madrid, etc. Mais bon, en fait, non. J'étais buté, obstiné. Je me suis dit non. Tout ce que cette école peut m'apporter, je dis non. Et donc, à un moment, l'école dit faut faire un stage. Faut aller. Moi, je l'entends comme faut mettre un costume cravate et aller à la Défense. Venez, il y a un forum là où les entreprises présentent. Et là, je me rappelle, je reste même pas 4 minutes, je vois L'Oréal, Danone et tout. Je me dis, c'est pas possible. Je vais voir la fille qui gère les étudiants. Bon, comment est-ce qu'on peut valider le truc autrement que via un stage en entreprise? Elle me dit, il y a l'humanitaire au Pérou. Et moi, pareil, à l'époque, j'ai ma copine à Paris. On parlera peut-être de ça, mais je ne veux pas la quitter. C'est elle qui m'a quitté au final. Et donc, j'ai dit non, pas le Pérou. Pas le Pérou. Et là, je connais même pas le mot entrepreneur. Et là, je me rappellerai toujours, elle plisse les yeux, elle regarde, donc, alinéa B, code 36, des règles pour valider sa première année. Elle dit, création d'entreprise. Vous pouvez, si vous créez votre boîte, valider. Moi, je fais, mais on y va, c'est incroyable. C'est quoi ce truc? C'est génial. Et ça peut être n'importe quel projet? Oui. Et je fais, mais c'est fantastique. Et donc, j'ai créé ma toute première boîte, qui était un échec, mais absolu, pour valider ma première année. C'était ça ma motivation. Donc, évidemment, la boîte n'a pas marché, mais c'est pour te dire qu'à l'époque, j'étais le seul étudiant à créer une entreprise. C'était il y a 10 ans. Hein. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Et ensuite, j'ai intégré l'incubateur de l'école et je me suis rendu compte que l'incubateur, mais il y avait que des personnes qui avaient déjà fini l'école et qui revenaient pour bénéficier de l'incubateur. Où il y avait peut-être 1 ou 2 projets de gens en dernière année. Moi, j'étais en première année. Et j'étais là. Et alors là, j'ai commencé à aimer parce que là, c'était la liberté totale. Je faisais mon truc dans mon coin. Je bossais depuis chez moi, sur mon ordi. Enfin, c'était... Et donc, j'ai adoré découvrir l'entrepreneuriat alors que le projet gagnais pas 1 euro, mais j'étais libre. Et ça a été la valeur qui m'a porté pendant très longtemps. Ouais, c'est ça, j'allais dire. En fait, c'est un énorme apprentissage, quoi. Ouais, c'était génial. C'est plus le cas maintenant. La valeur liberté, elle t'anime plus autant. Non, j'ai shifté en 2021. C'est l'amour maintenant. Oh mais attends, l'amour et la liberté, c'est vachement proche. Je sais pas. Déjà, la liberté d'aimer, tu vois. Oui. En fait, la liberté, c'est infini. Alors, l'amour, c'est sans doute infini également, tu vois, mais. En fait, c'est intéressant. Pour donner des exemples liés à la création d'entreprise, disons que pendant très longtemps sur Live Mentor, ce que j'essayais toujours de favoriser, c'était est-ce que je suis libre de faire ce que je veux tous les jours? Est-ce que je suis libre de lancer un nouveau projet? Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux quand je veux? Est-ce que je suis libre de travailler jusqu'à pas d'heure si j'ai envie de travailler jusqu'à pas d'heure? C'est très personnel, tu veux dire, c'est ça? Ouais, c'est exactement, c'est très très personnel. Et maintenant, c'est vrai que je prends un plaisir absolu à partager des moments avec des gens, que ce soit déjà des gens de mon équipe. J'adore quand on se retrouve à 2 ou 3 en ayant de l'amour pour un même projet. Ça, c'est fantastique, la fierté de le faire ensemble. Et donc, j'ai des gens avec qui je suis devenu très proche, certains sont encore dans l'équipe, d'autres qui sont partis, des gens qu'on connaît, toi et moi, des connaissances communes, où il y a un amour commun de certains projets qu'on a menés ensemble, il y a un amour respectif pour la personne, il y a
aussi et alors ce sur quoi je travaille, il y a beaucoup de boulot, c'est à quoi ça ressemble le management avec amour. Tu sais, Putain, vas-y, viens, on en parle. On en parle, mais tu vois, par exemple, tu vires quelqu'un. Qu'est-ce que c'est virer quelqu'un quand ta valeur cardinale, c'est la liberté, ou quand ta valeur cardinale, c'est l'amour? Bon, je sais pas, je l'improvise un peu a cappella, quoi, mais... C'est lui rendre sa liberté. Alors, tu peux je pense que si, par exemple, j'arrive dans l'entretien de licenciement et que je me dis la valeur cardinale, c'est la liberté, je vais dire, attends, moi, je suis libre, c'est ma boîte, c'est mes choix, je choisis les gens avec qui je bosse, ce mec, il s'en va. Et de la même manière, mais tu pourrais aussi dire, je te rends ta liberté, tu vas faire ce que tu veux, tu vas être indépendant, etc. Ouais. L'amour, c'est d'essayer de dire à la personne, je pense, j'ai de l'amour pour toi, je te trouve incroyable sur ces sujets-là, ces sujets-là, ces sujets-là, mais j'ai aussi de l'amour pour ma boîte. Et par contre, ce que je vois ici, c'est qu'entre toi et la boîte, ça marche pas. Tu vas pas trouver des missions dans lesquelles tu vas pouvoir trouver de l'amour, tu vas pouvoir trouver de la satisfaction parce que trompettiste à qui on demande de faire du violon, il est malheureux, il va avoir... Et donc, ce qui est en train de se passer, tu vois, depuis quelques semaines, et la raison pour laquelle je prends cette décision, c'est parce que je vois que tu es en train de buter. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce qui se passe? Ta confiance en toi, elle est en train de descendre, elle est en train de fondre vers le bas. Ton amour pour toi-même, il est en train de et tu mérites pas ça, en fait. Tu mérites pas ça. Tu mérites d'être dans un endroit où ton amour pour toi-même, il fait que augmenter. Mais on est bien d'accord que ça, je comprends dans la théorie et en fait dans l'envoi de ton message, mais en fait la personne en face, elle l'entend jamais de cette oreille-là, parce qu'en fait elle a plutôt envie de continuer à rester là où elle est, souvent. Je suis en exploration, en découverte là, sur ce sujet. C'est super dur. Mais c'est super. C'est le truc le plus dur à faire de virer quelqu'un. C'est ultra dur, c'est super dur. Et en plus, tu peux le faire de la façon la plus aimante possible. Qu'en fait, ça reste toujours une rupture, entre guillemets, tu vois. Ça reste toujours un truc violent pour la personne, même si tu le fais de la façon la plus souple et la plus cool possible, en fait, ça ne marche pas. Mais c'est certain que c'est super dur, surtout quand tu rajoutes à ça un cadre légal avec des convocations, machin, des lettres de licenciement, ce papier où tu dois mettre des écritures juridiques qui sont horribles, qui sont dénouées de toute forme d'amour. Donc vous vous informez que vous avez pris la décision de couper votre période, machin. Et ça, c'est ton avocat qui t'a donné ça. Et tu t'essayes. Moi, je détestais. Moi, je voulais pas envoyer des mails écrits par mon avocat, quoi, tu vois. Mon avocat m'envoyait des trucs et elle me disait, faut que vous copiez-coller. Et j'étais là, non, je veux pas. Et elle me disait, si. Ouais, mais c'est horrible. Mais c'est un vrai sujet, c'est de réaliser qu'on a créé un cadre de société où la place pour l'amour et d'autres valeurs est dure à trouver. C'est dur de faire de la place pour ça. On a créé des cadres qui rendent l'expression de ces sentiments difficiles. Mais tu vois, par exemple, moi, je me suis rendu compte que mes salariés chez MAD, j'ai toujours eu un mal fou à leur dire que je les aimais, en fait. Parce que ça... Et pourtant, tu sais, c'est des gens que j'ai choisis, que j'ai recrutés, que j'ai décidé de prendre dans ma boîte. Donc, en fait, tu vois, c'est vraiment... Je crois que c'était le dernier truc que je faisais à 100%. C'était, je valide tous les gens qui rentrent, quoi. Et tu vois, limite, pour la plupart, c'est des gens avec qui je serais bien parti en vacances, avec qui j'avais un vrai... Mais en fait, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça, tu vois. Et tu vois, ça m'intéressait. Tu me disais qu'il y avait des gens qui sont très proches aujourd'hui chez toi et tout. Je me demande vraiment comment tu arrives à garder ta position de patron tout en gardant... tu vois, tout en ayant des liens personnels. Moi, je sais que depuis que j'ai quitté MAD, j'ai gardé plein de liens avec des gens qui étaient mes salariés. Et en fait, la relation amicale me convient 1000 fois mieux. Je suis là. Ah non, mais vraiment, je suis très heureux. Comment tu fais? Alors, écoute, c'est ultra complexe. Mais ce que je dirais, c'est que durant mes 7 premières années chez Live Mentor, je me suis quasiment complètement fermé par rapport aux gens qui étaient dans mon équipe. C'est-à-dire que je me répétais des croyances du type non, mais ceux dont tu peux être proche, c'est les élèves, organiser des événements, animer la communauté.
mais par contre, les soirées d'entreprise, tout ça, c'est pas pour toi. Et j'ai réussi, grâce à certaines personnes de mon équipe, à changer par rapport à ça, à m'ouvrir. Et ensuite, le travail que j'essaye d'entreprendre principalement depuis 2 ans, c'est un travail de compréhension sur là où moi je suis bon, là où je sais donner de l'amour, là où je sais créer la relation et là où je sais pas le faire. Pareil, et là-dessus, on est différents et très complémentaires, je pense, avec mon associé Anaïs. Anaïs, c'est quelqu'un qui a une intelligence stratégique très forte et qui va être capable, et pour qui, justement, la culture d'entreprise, ça coûte énormément. Elle a enregistré beaucoup de podcasts sur le sujet. Donc, c'est elle, par exemple, qui a décidé d'implanter des bureaux de Live Mentor en plus de Paris, à Aix-en-Provence et à Vannes, en disant, mais pour plein de gens de notre équipe, c'est horrible d'être à Paris, il y en a plein qui ont envie d'aller habiter dans le sud pour avoir une meilleure qualité de vie, et donc elle a pensé ce système-là. Okay. C'est elle qui a pensé et qui fait des itérations sur notre politique de télétravail. C'est elle qui a imaginé des budgets pour que chacun puisse se former. C'est elle qui a imaginé ces systèmes de séminaires. Elle a eu l'idée de créer ce séminaire annuel à Aix, qui est incroyable. Donc tu vois, elle est vraiment dans elle met en place un cadre, en tout cas, voilà, exactement. pour que les gens puissent s'épanouir dans le cadre de la boîte. Exactement. Okay. Elle met en place le cadre, elle crée l'échiquier, et comme l'échiquier est là, les gens peuvent s'épanouir et créer des relations proches entre eux. Moi, je suis incapable de faire ça. moi, je sais pas faire. Je la regarde avec des yeux comme si c'était une extraterrestre qui a une intelligence bien supérieure à la mienne. Moi, par contre, et je me permets aujourd'hui, en fait, ça marche, d'ouvrir assez facilement des discussions, des conversations sur des sujets qui n'ont rien à voir avec Live Mentor. Je donne un exemple. Hier, j'étais chez moi, là, ici, et j'ai 2 personnes de mon équipe qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? On est au bar, viens !» Bon, en plus, moi, les bars, j'y vais pas trop, je bois pas d'alcool. Mais je dis « Ok, j'y vais. » Et en fait, au bout de quelques minutes, je leur dis « Mais vous avez lu le bouquin « Les 5 langages de l'amour » ? Je sais pas si t'as lu ce truc-là. Non. Je vois de quoi ça parle, mais je l'ai pas lu. Ouais. Tu vois, c'est un bouquin qui explique qu'on a chacun des manières de donner et recevoir de l'amour. Est-ce que c'est le contact physique, les câlins ? Est-ce que c'est faire des choses ensemble, le quality time, temps de qualité ? Dire, est-ce que c'est le dire, les mots d'affirmation ? Est-ce que c'est les cadeaux, etc. Et donc, tu vois, c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait de sujets sur lesquels je crois que j'ai réussi à casser complètement le côté posture de dirigeant. Ouais. Je dois faire gaffe à ce que je dis. Et ça, tu le sens quand t'es entrepreneur, que t'es dirigeant. C'est moi, j'ai 100 salariés maintenant. Tu sens quand t'arrives que certaines personnes qui ont un peu peur, elles te parlent, mais genre, oh là là, mon Dieu, est-ce qu'il va retenir ? Et en fait, moi, je suis ultra transparent. J'essaie de me montrer le plus vulnérable possible. Mais ça marche pas, ça. Je crois, j'ai l'impression que même si t'es ultra transparent, les gens, ils ont toujours ce truc de rapport à l'autorité qui est très particulier. C'est là où, par exemple, dans notre dernier séminaire, j'ai proposé certaines activités qui ont pu jouer un petit peu, qui ont pu faire la différence. Comme par exemple, j'ai pris le questionnaire de Proust, donc qui est un questionnaire de développement personnel, et j'ai créé des petits groupes de 3-4 personnes, et je leur ai dit, on va répondre ensemble à ces questions de Proust, comme c'est quoi ma plus grande peur, c'est quoi ma définition du bonheur. Et puis ensuite, j'avais préparé une enveloppe pour chaque personne de l'équipe. Je leur ai donné une enveloppe avec une feuille de papier à l'intérieur et avec un stylo, et je leur ai dit, on va chacun nous écrire une lettre à nous-mêmes autour de la question comment Live Mentor peut m'aider à mieux me connaître dans les 12 prochains mois. Chacun écrit cette lettre, moi y compris, on la met dans l'enveloppe, on ferme l'enveloppe, on la scelle, on met notre adresse, moi je récupère toutes les lettres et dans 12 mois je les posterai et chacun recevra sa lettre qui s'est écrite à lui-même ou à elle-même, comment Live Mentor peut m'aider à mieux me connaître. Donc tu vois, c'est là où moi je crois beaucoup à changer le paradigme. Et moi, là où j'essaye de donner de l'amour et d'en recevoir de la part des gens de mon équipe, c'est en créant un espace de conversation autre que l'espace du budget, des objectifs, des plans, etc. Waouh. Tu sais, le problème, en fait, c'est que je crois que quand tu as envie de créer des projets en France, tu es obligé de créer une boîte. Donc, tu es obligé de devenir entrepreneur. Tu es obligé de devenir chef d'entreprise. Ouais, t'as pas trop d'autre choix. Tu te sens l'âme d'un chef d'entreprise, toi ? Ça fait partie de mes identités. C'est pas forcément celle que je préfère et celle que je développe le plus. J'en ai d'autres, comme identité d'écrivain,
C'est quand même mon deuxième livre. Oui, donc tu es en train d'écrire ton deuxième bouquin. Vous avez aussi créé un magazine. Un magazine, oui. Un magazine. Quand je fais des émissions sur YouTube ou des podcasts, je trouve des choses assez similaires des ressentis assez similaires avec ceux de l'écriture. J'ai l'identité de la communauté, du rassembleur de communauté, du fédérateur de communauté, de l'animateur de communauté. Et puis il y a cette identité de chef d'entreprise, mais où je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je comprends. Il y a un truc qui alors pour les gens qui connaissent pas forcément Live Mentor, c'est que comme tu dis, tu crées aussi du contenu. C'est-à-dire que tu te mets aussi en scène. Les formations, mais c'est pas un truc classique, quoi, tu vois. Ouais. Alors l'histoire. C'était ton objectif, soit de base? Non. Alors l'histoire derrière ça, donc Live Mentor fait des formations en ligne pour créateurs et créatrices d'entreprises. On commence cette activité en 2016. On n'a pas un rond à l'époque. Et donc les premières formations, je les crée moi-même parce que parce qu'on peut pas faire comme ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir avoir un studio de production de vidéos qui recrute des experts les meilleurs dans leur domaine, les meilleurs experts du e-commerce quand on fait une formation sur l'e-commerce, les meilleurs experts du copywriting quand on fait une formation sur le copywriting, etc., etc. Et donc je commence à créer les premières formations moi-même, et je suis un peu aussi au four à moulin, donc je m'occupe de notre newsletter qui était notre premier média pour nous faire connaître. Et c'est là que je me rends compte que Live Mentor est un organisme de formation qui forme à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un acteur de développement personnel. Et je comprends en fait assez tôt qu'il va falloir, en plus de la transmission de compétences, transmettre une énergie, un état d'esprit, et être aussi très vigilant sur les dérives potentielles du développement personnel. Si par exemple, je commence à découvrir certains acteurs, notamment outre-Atlantique, qui sont dans une injonction permanente. Vous devez faire des choses pour votre boîte tous les jours. Oui, des gourous, quoi. Des gourous, puis certains gourous qui sont dans l'injonction, d'autres gourous qui sont sur autre chose. Mais effectivement, je commence à prendre conscience qu'on doit proposer une vision de développement personnel et qu'on doit faire très attention à la définition de cette vision. Et je comprends aussi que cette vision souvent est incarnée par une personne. Et donc je me demande pourquoi, et donc je commence à lire Tribu de Seth Godin, et je commence à m'intéresser à toute la littérature sur les communautés. Et à ce moment-là, en fait, et c'est un travail qu'on continue de faire aujourd'hui, je décide de ne pas faire comme 99% du marché, à savoir le site ne s'appellera pas alexandredana.com, le site s'appellera Live Mentor, et je me dis, par contre, toi, tu vas être un des emblèmes de la marque. Et donc, tu dois partager ton histoire quand ça fait sens, mais tu dois aussi mettre en avant les mentors, mettre en avant surtout les personnes qu'on accompagne et créer en fait une galaxie de parcours, de profils. Quand je me suis associé avec Anaïs, qui est arrivée dans l'entreprise en 2017, j'ai beaucoup communiqué sur l'arrivée d'Anaïs et je continue, tu vois, dans ce podcast, on l'a déjà mentionné 1, 2, 3 fois peut-être. Mais je le fais en fait parce que c'est déjà parce que je pense que son histoire est ultra pertinente, bien plus que la mienne sur beaucoup de points, mais parce que je crois beaucoup à cette galaxie qu'on doit mettre en avant dans notre communication et notre marque. C'était une volonté de ta part de justement pas le mettre à ton nom? Complètement. Par exemple, je me suis engueulé avec mon premier éditeur qui ne croyait pas dans le titre du premier bouquin, la méthode Live Mentor, et qui voulait plutôt ma vie, Alexandre Dana. Alors, je caricature un petit peu, mais en tout cas, ils étaient pas trop à l'aise. Ils disaient, mais qui connaît Live Mentor? Oui, je disais, pas grand monde, mais en fait, c'est notre boîte. Donc, ça viendra, oui. C'est notre boîte. Et puis, cette méthode, elle est faite par une entreprise, par une équipe académique, par un studio qui produit les vidéos et qui se demande comment penser les vidéos pour qu'elles soient actionnables et efficaces, par une équipe de 100 mentors en freelance qu'on recrute, qu'on forme sur notre méthode, qu'on accompagne, qui sont super motivés, qui sont spécialistes dans certains domaines, qui sont spécialistes de l'accompagnement de photographes, de freelance, de créateurs de contenu, de e-commerçants. Et donc, c'est Live Mentor. Et donc, il faut
le faire connaître ainsi. Tu me parlais de tes coachs tout à l'heure. J'aimerais bien que tu me parles de tes coachs. Parce que tu m'as dit, j'ai des coachs. Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai 3. Tu as la sensation aujourd'hui que c'est impossible d'avancer en tant que, je sais pas, à la fois être humain et en même temps, j'imagine, patron, tu vois, de ta boîte, sans tes coachs ou sans être coaché? Alors, grande question. Vous le voyez pas là, mais il est en train de se détendre. Ouais, je me détends. Je m'étire de tout mon corps pour essayer de trouver une manière d'exprimer clairement ce que j'ai en tête. Alors, il y a un narratif dans le monde du développement personnel qui est l'opposition entre je suis un individu qui ne fait rien de sa vie, qui est devant Netflix, qui ne travaille pas sur soi, et un autre individu qui veut être la meilleure version de lui-même, qui se bat, qui se motive, qui se bouge, qui prend des coachs, qui suit des formations, qui investit sur lui et qui est un top achiever, top performer. Je n'aime pas ce narratif. Je n'aime pas ce narratif parce qu'il est extrêmement binaire et aussi parce que il oppose en fait deux visions du monde, une vision qui est la stagnation totale et une vision qui est la croissance. Pour plein de raisons, notamment écologiques, on pourrait remettre en cause cette histoire de croissance. Oh bah oui. Tu vois. 2021, 2022, il va être temps, quoi. Il va être temps. Et moi, la manière dont j'ai essayé de créer Live Mentor, dont j'essaie de continuer de le travailler tout le temps, c'est plutôt de dire on peut tous avoir plusieurs identités. Et on peut tous exprimer plusieurs identités de nous-mêmes. Et une identité, ça peut être entrepreneur, une autre identité, ça peut être dirigeant, c'est pas exactement la même chose. Une autre identité, ça peut être créateur, une autre identité, ça peut être papa, une autre identité, ça peut être X, Y, etc. Et ensuite, la question est, quand toutes ces identités, on les a en nous, comment est-ce qu'on peut aller les exprimer? Parce qu'elles sont inhibées. Elles sont parfois compressées par des couches et des couches de trauma et de peur et de choses qu'on n'a pas réussi à libérer. Et à ce moment-là, pour libérer certaines de ces identités, je crois qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être utiles. Et pas que les coachs. On va garder les coachs en dernier. Il y a le contenu, le fait de commencer à écouter, lire. C'est pour ça que les podcasts que tu fais, c'est incroyable. Moi, j'écoute un nombre de podcasts, mais j'écoute chaque jour, tu vois, au moins 1 heure, 1 heure et demie. En courant. Et je suis pas mal sur ton podcast sur les papas en ce moment. Ok. J'ai pas d'enfants, mais c'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Mais j'ai un respect en fait infini pour les gens qui ont des enfants. Puis t'as toujours des enfants autour de toi, quoi qu'il arrive. Même Exactement. si t'as pas d'enfants à toi. Exactement. Donc voilà, déjà s'inspirer, se rendre compte que c'est la magie d'Internet, c'est la vraie magie d'Internet. Il y a plein de trucs sur lesquels Internet, c'est la mort de l'humanité, mais puis il y a heureusement quand même quelques points assez incroyables, dont l'accès à absolument n'importe quel cerveau humain. Donc ça, c'est génial. Ensuite, et ça c'est un point qui est, je crois, souvent oublié, il y a comment je vais me plonger dans un écosystème de personnes pour qui cette identité, elle est classique. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, par exemple, à New York avec mes amis du cirque. J'ai été plongé là-dedans. Des mecs qui font ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des nanas et d'une souplesse incroyable. Des duos d'acrobates, des trios. Et là, tu te sens, ok, en fait, j'ai une nouvelle famille et je suis accepté et je peux y aller. Ça, c'est fantastique. Et puis, il y a, effectivement, le mentor, le coach, la personne qui, à un moment, pour un besoin très spécifique. Et c'est ça aussi l'idée, c'est que tu travailles plusieurs identités, enfin tu as plusieurs identités, mais tu travailles, moi c'est ma recommandation, sur une seule, avec le mentor et le coach. Pas de gourou. Personne n'a la réponse absolue. Tu prends quelqu'un sur un sujet spécifique. Et donc effectivement, moi j'ai 3 coachs en ce moment, et j'ai du travail à faire ce soir d'ailleurs pour l'un des 3 que je vois demain. J'en ai un qui est spécialisé dans les addictions. Alors, il traite toute forme d'addiction. Toi, t'as des addictions, toi? Alors, j'ai eu, et je pense que je peux avoir encore l'addiction au travail. Ah. Et j'ai clairement eu énormément l'addiction au travail pendant une grande partie de ma vie professionnelle sur Live Mentor. Et donc, j'ai voulu mieux comprendre d'où ça venait, quels étaient les leviers propices à l'addiction. Et j'ai aussi
entrepris cette démarche avec ce coach Alex dans le cadre de la rédaction de mon livre sur entrepreneuriat et bien-être. J'ai une coach qui s'appelle Anne Yannick, que je salue, qui, elle, est plutôt spécialiste du rôle du dirigeant et de comment trouver ta zone de génie, ta zone d'excellence. Et c'est avec elle, sur cette fin d'année 2021, on a beaucoup travaillé sur ce rôle en fait, de président créatif, dirigeant créatif, voilà, qui peut porter cette partie-là de l'entreprise très fort. Ça va pas ensemble, hein, souvent. Non. Dans l'inconscient collectif. Oui, ça colle pas trop. Et ensuite, j'ai mon coach sportif, spécialiste dans les arts du cirque, qui m'aide beaucoup et qui me donne beaucoup de travail. Écoute, on arrive, ça fait 1 heure, tu vois, qu'on discute. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais aimé parler sur lesquelles je t'ai pas amené? Écoute, je pense qu'il y a un sujet que un sujet que j'aime beaucoup et que je pense parce que je suis avec toi aujourd'hui, c'est le pouvoir des histoires. Le pouvoir des histoires. Je pense que si toi tu es dans le podcast, ça doit te parler. Alors là-dessus, j'aimerais faire une référence théorique. C'est vraiment très prof de dire ça, mais je suis un énorme fan de Joseph Campbell. Ouais. Joseph Campbell, donc, qui est décédé aujourd'hui, qui était un sociologue américain, mais aussi historien, spécialiste des mythes, qui a inventé la théorie du monomythe, selon laquelle tous les mythes de l'humanité, quelle que soit l'époque, quelle que soit la zone géographique, ont la même structure narrative, qui est le parcours du héros, avec quelqu'un qui décide à un moment de sortir de son monde ordinaire et qui passe par une série d'étapes, alors 12, 17, 18 selon les sources, parce que Joseph Campbell a été repris par notamment quelqu'un qui s'appelle Christophe Vogler, qui a rendu populaire ces théories, notamment dans le monde d'Hollywood. C'est pour ça que la plupart des films américains racontent la même histoire. Et reprennent le mythe du héros. Bref, donc ça c'est très sympa, c'est très pertinent de traiter Campbell sous l'angle voilà comment raconter une histoire à une communauté, voilà comment faire du storytelling, voilà comment écrire une newsletter, voilà comment prendre la parole et retenir l'attention de mon audience. Mais ce qui est moins connu, c'est à quel point Campbell utilisait le voyage du héros comme outil thérapeutique. Et j'ai eu la chance, en fait, de faire cette découverte en juillet dernier. Je me suis retrouvé par un concours de circonstances incroyable et trop long pour être raconté, à 2 heures de New York, dans un village complètement paumé, avec une quinzaine d'habitants, dans une maison qui était la maison de l'ancien meilleur ami de Joseph Campbell, dans laquelle ils animaient ensemble des exercices thérapeutiques pour des participants, une vingtaine de participants, en faisant venir des chamans du monde entier et en utilisant le voyage du héros. Et alors pourquoi je parle de tout ça ? Waouh. Parce que je crois qu'on est reparti pour 1 heure. Alors on pourrait repartir pour 1 heure parce que j'ai pas encore parlé du jeu de société que je suis en train de créer avec un ami, qui mélange du coup le voyage du héros et le tarot de Marseille. Mais ça, on va le garder peut-être pour plus tard. Mais tout ça pour dire que Campbell donc et cet ami, d'ailleurs sur la maison il y avait une plaque centre thérapeutique. Campbell et cet ami en fait travaillent autour de l'idée que on est des humains, donc on est conscient qu'on va mourir un jour, ça nous génère des angoisses, et on a envie de faire des choses dans ce moment qui s'appelle la vie. Et le voyage du héros, jouer avec le voyage du héros et se dire en fait notre vie est une succession de voyages du héros, est une succession de sorties du monde ordinaire, d'alliés, d'ennemis, sachant que évidemment, quand on creuse la théorie de Campbell, c'est les alliés et les ennemis, ils peuvent être extérieurs, mais surtout intérieurs. Bien sûr. L'épreuve ultime, pour en fait ensuite revenir chez soi et partager, ça peut être un outil pour se connaître et pour avancer sur un chemin de vie qui est assez incroyable.
Et pourquoi je raconte tout ça? Mais parce qu'en fait, moi, je crois à fond à ça déjà pour moi-même, et parce que je définis la mission de Live Mentor de cette manière. En fait, j'essaye de jouer un rôle chez les 1500 personnes qui chaque mois se forment chez nous. J'essaie de jouer ce rôle d'accélérateur, d'initiateur de voyage du héros, en leur disant en fait tu peux le faire, c'est possible, il y a des compétences, on va les apprendre ensemble et on va les mettre au service d'un projet qui est le tien, qui est celui qui te passionne et pour lequel tu as envie de te lever ce matin. Et puis il y aura des difficultés, il y aura des ennemis, il y aura une épreuve ultime, il y aura un retour à la maison à la fin, et puis après on en recommencera, on en fera un autre quoi. Et c'est notre c'est notre leitmotiv. Et donc tu vois, c'est un leitmotiv qui est très différent d'une sorte de courbe linéaire de croissance exponentielle. Voilà, on va vous aider à mettre votre boîte en bourse en fait. Non, nous justement dans les KPI d'impact de Live Mentor. Comment est-ce qu'on mesure l'impact qu'on a? Est-ce que c'est par le nombre d'entreprises qu'on a créées? Est-ce que c'est par le nombre d'emplois que ces entreprises ont créés? Est-ce que c'est par le chiffre d'affaires de ces entreprises? Oui, ok, c'est tout ça, mais en fait, ça peut être aussi beaucoup plus complexe que ça. Ça peut être le niveau d'énergie, l'entreprise, le fait de décider de faire un projet, le nombre de décisions qu'on a permis d'opérer, tu vois. Puis il y a surtout, je crois qu'il y a, et là sans doute on va faire une boucle, mais il y a sans doute une KPI qui est impossible à mettre dans un tableur Excel. C'est l'amour que t'envoies à tous ces gens. Voilà. Et qu'ils reçoivent et qu'est-ce qu'ils en font en fait. Et qui redonnent derrière, bien sûr, qui redonnent à d'autres gens. Donc, et ça c'est impossible à calculer. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est absolument impossible à calculer. C'est impossible à calculer et c'est bien dommage. Tu sais, je reviens un peu à mon histoire, mais il y a un truc. Moi, je suis convaincu que Mademoiselle a eu un impact immense sur toute une génération de jeunes meufs, tu vois. Et l'un des trucs qui m'a toujours obsédé, et notamment pendant les 5-10 dernières années, c'était comment on fait pour calculer ça. C'est impossible. Moi, je vais te donner un exemple incalculable. C'est Nadège, qu'on embrasse de mon équipe, Nadège Koulida. Coucou Nadège, qui, le jour où elle a vu ton nom passer dans mes mails ou passer sur Slack, je ne sais plus comment elle a su qu'on était en contact et qu'on allait faire un podcast ensemble, m'a dit mais Fabrice, et ça me scie toujours. Et moi j'étais là, oui, mais comment tu le connais? J'ai été dessus sur le forum pendant des années. Oh là là. Et c'est super beau en fait. C'est super beau parce que moi je crois énormément à cette notion de multiples mentors en fait. Tu vois, c'est un peu si on prend une image de galaxie, un peu avec toutes les étoiles, toutes les planètes, de se dire moi je suis un peu le soleil au milieu, et puis il y a tout un tas de planètes qui sont des gens ou des choses ou des valeurs ou des lieux. Ça peut être des lieux aussi, hein. Ça peut être des pays, ça peut être des villes, ça peut être des maisons, ça peut être des objets, ça peut être des souvenirs, et à un moment ces trucs-là rayonnent plus ou moins. Voilà. Toi, à un moment, t'as créé quelque chose qui a rayonné pour Nadège. Alors, est-ce que ce rayonnement, tu peux le capter dans un Excel? Non. Non. C'est ça le drame de notre société, j'ai un peu l'impression, tu vois. Ouais. Et d'une boîte, enfin, tu vois, d'une boîte comme la tienne. C'est-à-dire que t'as des KPI, c'est certes, mais en fait, ce que t'apportes aux gens, ça finit par devenir impossible à calculer, quoi. Ouais, c'est pour ça que tu vois, par exemple, nous, on a un département communauté. Ouais. Chez Live. Ouais. C'était important pour moi de montrer que la communauté, c'était un département, en fait. Comme c'est les gens qui font partie de. Voilà. C'est un département comme les opérations, la finance, la technologie. C'est un département. Et je veux surtout pas qu'on rentre trop loin dans le suivi des indicateurs. Non. Nous, il y a un seul indicateur sur la communauté, c'est est-ce que les gens en font partie? Est-ce qu'ils participent? Est-ce que tu parles? Voilà. Est-ce que tu es dedans? Point barre. On va pas essayer d'aller plus loin, parce qu'en fait, on va mesurer des choses qui sont anecdotiques. Et il faut accepter ensuite d'être dans ton ressenti. Tu ressens le truc, tu es au contact de la communauté et tu ressens si elle se passe bien ou pas. Et moi, je peux te dire que à chaque fois que je mets le radar, je sais si on est en train de servir la communauté ou pas. Et il y a des moments, en ce moment c'est le cas, je touche du bois, ou parce qu'on donne, ou là on est en train de faire des belles choses, la communauté elle est avec nous, elle est derrière nous, il y a des initiatives, il y a des choses qui se passent.
Il y a eu des moments où je sentais, j'ai pas besoin de regarder n'importe quel indicateur, Ouais. je sentais non, là on est en train de l'abandonner en fait la communauté parce qu'on sait pas comment lui donner, on sait pas comment l'animer, on n'y met pas ce qu'il faut y mettre. Merci Alexandre. Merci à toi. Franchement, c'était top. Merci. Et bientôt, on pourra parler d'un jeu de société qui est ma nouvelle aventure. Oh, le mec. Mais d'ailleurs, je lance un appel, ce podcast. Si quelqu'un est concepteur de jeux de société, je sais que ça a un nom. Alors, je vais te donner quelqu'un, pas plus tard que tout de suite. Ah bah très bien. Bon, génial. Je recherche. Si ça vous intéresse, cette personne s'appelle Théo Rivière et il est génial. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je te mettrai en contact. Cool. Tu vois, il n'y avait qu'à demander, il n'y avait qu'à poster une annonce. Donc, ça arrive direct. Merci en tout cas, Alexandre, c'était cool. Je mettrai tous les liens si vous voulez aller suivre Alexandre sur les réseaux, commander ton premier bouquin, ton deuxième qui sort fin janvier. Oui, c'est ça. Fin janvier 2022. Ouais. Et puis, lagimentor.com, quoi. Voilà. C'est l'adresse. Salut. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.